Swear. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. On est à Dakar au Sénégal. On a fait un énorme U-turn puisqu'on va raconter un petit peu notre vie. Un énorme quoi? U-turn, enfin un énorme U-turn. On ne s'est pas arrêté. Enfin, oui, non, par contre, dans ce sens-là. Pas d'anglicisme. Non, on a fait un virage en épingle. Un virage en épingle, exactement. Et là, on est après donc cette nuit blanche la sueur, donc qui avait lieu samedi. Qui avait lieu de samedi à dimanche. On vous remercie tous d'être venus, franchement. C'était formidable. On regrette juste quelques petites choses et on fera vraiment mieux la prochaine fois. Ouais, on a promis à un certain nombre de personnes de faire des selfies et on n'a pas forcément eu le temps. Ouais. Moi personnellement, j'ai vraiment failli à ma mission parce qu'il y a quelqu'un qui avait un t-shirt AJ Boxing et je devais lui remettre un des t-shirts parce qu'on avait fait des t-shirts spéciaux pour Nuit Blanche la Sueur. Et malheureusement, j'ai pas pu remettre le t-shirt à Monsieur AJ Boxing. Donc excuses. Non, enfin voilà, c'était notre premier tour de chauffe. Donc on fera mieux, on s'améliore. En plus, vous avez été plein à nous donner des conseils, à nous donner des petites. Nous donner de la force. De la force, toujours. Voilà. Et vraiment des idées pour le futur. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est que c'était la première édition. Nous, on a surkiffé. On espère que vous aussi. Et vous aviez l'air d'avoir aimé, donc c'est mortel. Super. On pense notamment, d'ailleurs, parmi les très bonnes idées, il y a eu ce fameux concours de pompes où on remettait les fameux lots UFC, parce que oui, l'UFC nous a fait confiance pour cette soirée. Ouais. Et donc on a commencé avec un petit quiz qui était, on va dire, un petit peu simple au début. Ouais. Et puis ensuite décousu aussi. Exactement. Et puis ensuite, pour les plus braves, on va dire en seconde partie de soirée, de nuit blanche, c'était à partir de 3h, là il y a eu ce fameux concours de pompes. Ouais, l'idée a été lancée par un auditeur et là les braves se sont manifestés et on tient quand même à dire que le plus petit nombre, donc c'était des pompes d'affilée, le plus petit nombre parmi tous les gens qui sont lancés, c'était 43. Donc on est quand même, on est sur des bonhommes. Hein, et le record Et le record c'est 116. Monsieur Julien M, donc qui a gagné une paire de gants officiels UFC, 116 pompes d'affilée sur la deuxième série puisque c'était la finale. Oui, deuxième série. Venez le chercher. Non, mais c'était des grands moments. Donc bref, voilà, en tout cas merci beaucoup, c'était donc la soirée était sold out et c'est pour ça aussi qu'on en avait tant parlé parce que justement à partir du moment où il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de place du tout et ce qui a été le plus dur pour nous c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient quand même venues à la soirée dans l'espoir de prendre des places, on va dire au niveau sécurité, on ne pouvait plus du tout en prendre et d'ailleurs là même vous avez pu le voir, quand il y a eu le combat on va dire Joshua Ruiz, c'était vraiment le pic de la soirée, il y a eu certaines personnes et là aussi je le regrette un peu, qui ne pouvaient pas s'asseoir, où là c'est le Belouchis, on va dire, qui a eu peut-être les yeux un petit peu plus gros que le ventre, mon cher Rust, où là il y avait quelques personnes, donc oui, pendant ce combat-là, qui étaient debout. Et ça, c'est tout simplement impardonnable. Ouais, non, c'était pas terrible de notre part. Ouais. Donc voilà, on va s'améliorer. Pour la prochaine, en tout cas, donc oui, et pour la prochaine, ça va arriver, vous inquiétez pas, on va communiquer là-dessus comme on le fait d'habitude. Ça va juste être entre ce qu'on s'est dit, ça allait être un peu plus restreint. Là, on était 220, et donc pour le prochain, ce sera sûrement 100 personnes de façon au Belouchis ou ailleurs d'ailleurs. Et ce sera vraiment pour que tout le monde puisse être assis, prendre le temps, et puis qu'on ait aussi plus le temps de partager avec vous, parce que c'est vrai que là c'était un petit peu le rush avec tout ce qu'on faisait. Mais parce que du coup, comme toi t'es la tête de pont théoriquement, et là comme t'étais au four et au moulin, en fait, c'était décousu, c'est pour ça que pour ceux qui y étaient, j'étais en charge avec Polydomso de faire les questionnaires qu'on a fait un peu sur le pouce, et c'était pour le moins le bordel. Hein. Mais c'était dans la bonne humeur. Mais dans la bonne humeur. En tout cas, on remercie Morgan Charrière, Cyril Gall, Mansour Barnaoui, Samir Faidine qui s'est essayé au concours de pompe. Ouais. Alors, oui, d'ailleurs, je tiens à rétablir un truc, parce que du coup, Samir Faidine, qui s'est essayé au concours. Alors, il faut savoir qu'il est venu en mode, du coup, il était en costard, en chemise, etc. Il l'a fait quand même, pas de problème. Il avait fait les contours, il était magnifique. Ouais, voilà, à 4 épingles. Et il a fait donc 73 pompes. Ce n'était pas le record de la soirée, mais je tiens à dire un truc, c'est pour ceux qui étaient là. Non, au moment de la performance, c'était le record de la soirée. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et sauf que Samir, en fait, les a fait en ultra explosif, en fait. Exactement. Il les a fait le plus vite possible. Donc, je tiens à dire que c'est aussi parce qu'il les a fait de cette manière qu'il n'a pas été plus. Et puis qu'il y a eu une émulation. Et en plus, il y a eu une émulation de groupe. Donc voilà, il y a des vérités qu'il faut rétablir. Voilà, exactement. Et il y a aussi eu Monsieur Fernand Lopez qui est venu en plus Ouais. Je ne sais pas, comment, mais on va dire, c'est pas que je sais pas le même, on va dire, il était présent parce que c'était un peu l'invité surprise, même pour nous, et donc voilà, pour la prochaine, on espère qu'il sera à nouveau présent et que là, il pourra nous donner une petite masterclass. Ouais, parce que c'est vrai que là, il est juste venu en coup de vent. Il nous a fait l'honneur vraiment de sa présence. Exactement, et donc il y a quelques personnes qui ont marqué, oh, il va faire Ouais. Oui, c'est bien lui, l'apparition, tu sais. Exactement. La caméo. Quasi divine. Bref, en tout cas, pour la prochaine fois, on espère qu'il sera là et qu'il pourra faire une petite masterclass parce qu'on avait aussi des questions-réponses de la part des combattants. Et c'est vrai que là, pour Fernand, notamment sur, je sais pas, quelques aspects techniques, tactico-tactiques, ça pourrait être très intéressant. Et puis, si vous voulez aussi échanger avec lui, bien évidemment. Ce sera énorme. On vous tiendra au courant. En tout cas, la prochaine, ce sera en comité plus restreint. Peut-être un petit peu moins d'invités combattants pour que vraiment vous ayez l'occasion de pouvoir échanger avec eux parce que c'est aussi ça finalement qui est sympa. Là, vous avez pu faire des photos mais aussi leur poser des questions. Mais c'est vrai que si on fait quelque chose vraiment de centré autour d'une ou deux personnalités et qu'on ait une petite centaine, ça peut être vraiment bien. Et pareil, on communiquera, on dira il y aura des places, il y aura des places, il y aura des places. Et quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus du tout de place. Voilà. Donc, je tiens vraiment à le dire parce qu'après on passe pour des enfoirés, c'est clairement pas le but, c'est juste que on veut que tout le monde passe une bonne soirée. Une très bonne soirée. Voilà. Bien. Et donc c'est pour ça aussi, c'était comme ça qu'on était parti, donc on est dimanche soir là, on n'a toujours pas dormi à part dans l'avion. À part dans l'avion parce que donc, la soirée s'est terminée à 5h. Finalement la Belouchis aussi nous a permis de rester jusqu'à 5h40, enfin jusqu'à la fin de l'événement UFC parce que c'était se terminer après 5h. Donc nous on est parti, c'était 5h30. Pour décoller pour Dakar à 8h45. Et là, nous y sommes pour couvrir le Ares Fighting Championship, Ares One, première organisation afro-européenne. Bien évidemment, on va vous en parler en détail au cours des prochaines semaines. Il y a peut-être un reportage qui va sortir, mon cher Rast, qui arrivera bientôt. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, on va vous en parler parce que les ambitions de cette organisation sont assez impressionnantes. Et en plus, voilà, ils font un événement en Afrique. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui nous a intéressé, c'est que au-delà que ce soit, on va dire, en Afrique, j'aurais pu faire l'Afrique du Sud, on va dire, où c'est le choix, entre guillemets, pas simple, mais le plus safe, on va dire, pour les grosses organisations. Là, ils font ça vraiment au cœur de l'Afrique, au Sénégal, musée des civilisations noires, le samedi 14 décembre, diffusé sur Canal+ Sport et peut-être ailleurs. Bref, en tout cas, on vous tiendra au courant. Bien, mon cher Rest, maintenant, ça fait combien de temps qu'on parle? Je ne sais pas, je n'ai pas le retour, il n'y a pas la régie, mais bref, on va pouvoir parler des sujets qui intéressent la plupart des auditeurs. Parce que les mecs racontent leur vie. Et on va encore se faire allumer en commentaire. Exactement. Mais bon, il fallait le faire, il fallait le dire. Parler donc de Ruiz Joshua 2. Donc il y a eu Rust et Polydomso ont fait un petit débrief qu'on mettra à la fin du podcast ou pas, on verra en fonction de la qualité de la vidéo. Donc il y a eu ce combat-là qui a un petit peu passionné les fous. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, quand on l'a regardé, on a pris énormément de plaisir parce que Joshua a su se réinventer. On l'avait dit dans quasiment toutes nos previews, on pensait qu'il allait effectivement se klitschkoiser, développer son jab, avoir un style beaucoup plus, on va dire, protectionniste par rapport à ce qu'il est. Précautionneux, pardon. Par rapport à d'habitude. Et c'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Moi, j'étais assez surpris, et toi également. J'ai été assez surpris. Alors en fait, je peux comprendre, parce que donc la critique, c'était la critique des gens qui vraiment étaient en colère contre Joshua, c'était mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on s'est ennuyé. On s'est ennuyé, c'était pas un match de boxe, c'était un sparring, il a simplement décidé de ne pas perdre et de marquer des points, etc. C'est pas vraiment ça l'esprit de la boxe. Je peux comprendre là où ils veulent en venir. Après, je trouve que c'est un petit peu, c'est quand même très, c'est trop comme critique, je pense, parce que Joshua, d'accord, il a pas mis KO, mais c'est pas comme s'il avait pas essayé. Il y a eu des moments dans le combat où il a lâché sa boxe, il a essayé de lâcher soit ses directs, soit en crochet, etc. C'est vrai qu'en revanche, c'est ce qui donne cette impression, c'est que sur la majorité du combat, l'écrasante majorité, il était en déplacement, beaucoup de déplacements latéraux pour ne jamais se faire coincer par Andy Ruiz, et il était beaucoup en travail avec sa main avant, que ce soit en jab, que ce soit en check hook, et c'est vrai que voilà, il était vraiment
conservateur. Il avait décidé de ne pas prendre trop de risques. Il avait décidé de vraiment... Son but, c'était de ne pas se faire mettre KO, ça c'est sûr, et gagner. C'était pas de mettre KO, c'était pas... Donc voilà, c'est là où il y a peut-être... C'est là où le bas blesse peut-être pour certains auditeurs, certaines personnes qui ont regardé. Mais... Au regard des enjeux, c'est complètement compréhensible. Parce que le gars jouait sa carrière, et il y a 6 mois, il a quand même subi, c'était pas juste une défaite, c'était traumatisant à plus d'un titre, parce que entre les rumeurs de crise de panique, de chaos en sparring, de début aussi aux États-Unis, Madison Square Garden, il y avait énormément de pression autour de lui, hyper par KO. Et là, 6 mois après, il se retrouve face à un mec qui vraisemblablement ne peut pas être atteint par la pression ou quelconque forme de déstabilisation. Pour lui, c'était très compliqué. Et puis surtout, en fait, je me dis, qu'est-ce que ces gens-là, en fait, qui critiquent le fait qu'il y a peut-être eu un manque d'envie de mettre KO Ruiz, etc., qu'est-ce qu'ils auraient dit si Joshua y avait été genre mais balls to the wall, complètement à mort, à bloc, etc. En mode je vais Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, exactement. En mode tuer ou être tué, et qu'il s'était refait mettre KO. Voilà. Enfin là, exactement. Tout le monde aurait été d'accord pour dire mais il est complètement débile. Il n'a pas progressé. Non, parce que la stratégie qu'il a adoptée, c'était effectivement la meilleure pour un adversaire comme Andy Ruiz. Mais c'est ça. Et je pense que moi, s'il affronte un Jared Miller ou un Dillian Whyte pour la suite, il va revenir à cet Anthony Joshua qu'on connaît. Enfin, peut-être. Toute proportion gardée, mais je pense qu'à mon avis, il pourra faire plus d'ajustements parce que là, il a perdu du poids. Et il s'est aussi servi de ça, c'était pas juste je perds du poids, donc ça permet de faire parler un petit peu la presse et tout ça. Là, on a vu les ajustements. En 6 mois, le mec a vraiment su se réinventer. Mais je pense que c'était aussi spécifique à Andy Ruiz et à ces fameux petits modèles qui ont toujours était compliqué à manœuvrer pour Anthony Joshua. C'est sûr, et ça a vraiment parfaitement marché, parce que c'est vrai que on se faisait la réflexion d'ailleurs pendant la nuit blanche avec Polydomso, c'est vrai, je pensais qu'il était visiblement plus rapide. En réalité, je sais pas, c'était peut-être pas si évident. En revanche, voilà, ce qui est sûr, c'est que sur les 12 rounds, avec parfois des moments où il le faisait un petit peu moins, mais vraiment, il a dansé autour du ring, mais dansé pas dans le sens péjoratif. Dansé dans le sens, il était extrêmement léger sur ses appuis, très mobile, très aérien, et il réussissait à choper Ruiz sur ses entrées. Ruiz qui a pas fait un très bon combat du tout, on peut le dire aussi. Il a suivi un petit peu bêtement Joshua sans jamais essayer de cutter la cage. Et il a tenté des directs au corps, etc. pour essayer de commencer à travailler. Il les a placés. Il a eu un très très bon succès en clinch et en gros en feinte de clinch pour à courte distance réussir à mettre des enchaînements à Joshua. C'est là où il y a eu le plus de succès à ces distances-là et avec ces techniques-là. Pour ce qui est de l'anglaise à distance, et là il s'est vraiment fait totalement dominer de la tête et des épaules. Il a pas vraiment su s'exprimer. Ça peut être aussi lié au fait, comme on le sait maintenant, qu'il s'est pas entraîné, ou quasiment pas entraîné avant, jusqu'à 3 semaines avant le combat, parce qu'il a pris ça à la légère. Il était pas du tout sérieux, etc. Mais voilà, toujours est-il que Joshua avait le style parfait. Pour échapper à Andy Ruiz. Il a mené son game plan à la perfection. C'était beau. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était vraiment de la belle boxe. Complètement. Et puis il y a eu aussi des moments où on a vibré dans le combat parce que mine de rien, Andy Ruiz, il a pas fait son meilleur combat, mais il a touché Joshua à plusieurs reprises. Et quand il a touché, attention, et c'était un petit peu panique à bord. Donc mine de rien, quand il y a eu le combat, en tout cas lors de la nuit blanche la soirée, il y avait une certaine ambiance parce que je sais pas non mais c'est parce que c'était pas en mode ouh presque, c'était putain, il vient de la prendre plein pot, tu vois. Exactement. Certains mais il a passages. gardé la poker face. Poker face, vraiment, donc pour Anthony Joshua. Il a donc quand même le menton pas mal, tu vois. Enfin bon, c'était plus sur la tempe parce que du coup c'était en clinch et il revenait plutôt du dessus généralement. Mais vraiment impressionnant. Ruiz, pareil, Ruiz, lui, c'est un canoë, sa tête, donc pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, donc on sait pas si c'est un style qui gardera, si jamais il est amené à combattre des Dillian Whyte, des Fury, des Wilder. On sait pas s'il gardera ce style très aérien, peut-être qu'il reviendra un petit peu plus lourd. Là, il se remettait vraiment en confiance et il a tout mis de son côté, comme tu viens de le dire, pour être sûr stylistiquement de pouvoir remporter ce combat-là. Ça va être intéressant. Déjà, le fait qu'il soit capable de faire ça, de se réinventer totalement, c'est extrêmement intéressant. Et vraiment, ça a, je pense, surpris beaucoup de monde parce que même nous, quand on en parlait, c'était... Enfin, si vous voulez, quand on fait nos espèces de prévues, on dit il faut que tel ou tel athlète fasse ça.
en toute humilité. Hein. On va dire, on essaye de donner des pistes, mais c'est surtout très compliqué de le faire en 6 mois. Ouais. Et quand tu as quelqu'un comme Anthony Joshua qui a battu absolument tout le monde, qui a un staff aussi impressionnant, d'avoir cette vraie remise en question, quand il y a autant d'enjeux, ça montre, qu'ils ont su se rendre compte des erreurs qu'ils avaient commises par le passé, et 2, qu'il y a eu énormément de travail au cours des 6 derniers mois. Et Soliman Sissoko nous avait dit d'ailleurs que Joshua avait taffé, depuis grosso modo sa défaite, le gars travaille sans relâche. Honnêtement, ça s'est vu. Et c'est vraiment impressionnant pour le coup. C'est impressionnant et c'est vraiment de bon augure pour la suite en fait. C'est presque comme si cet électrochoc avait été nécessaire pour qu'on passe à un Joshua à la vitesse supérieure et vraiment qu'il se transcende en fait. Donc là maintenant, on voit qu'il est capable d'accrocher vraiment de nouvelles armes à son arsenal. Donc voilà, c'est peut-être le Joshua 2.0 en fait qui a été libéré par cette défaite contre Ruiz. Donc vraiment, ça va être intéressant. Non, mais c'est clair. Et puis surtout les gens, on va dire les détracteurs d'Anthony Joshua pour ce combat-là, faut pas oublier que donc il a 4 titres mondiaux. Aujourd'hui, son objectif, Anthony Joshua, c'est d'unifier tous les titres donc pour affronter le vainqueur de Wilder Fury et de devenir l'un des plus grands de tous les temps. Et donc forcément, ça veut dire être prêt à tout type d'adversaire. Quand il avait combattu Joseph Parker, là aussi, on avait certains qui avaient été déçus par Anthony Joshua, mais un Parker, c'est extrêmement compliqué quand même à manœuvrer. Donc on va pas boxer un Parker de la même manière dont on boxe un Jarrell Miller, où là, pour le coup, Joshua, il peut faire clairement ce qu'il veut, à savoir, j'avance tout droit et ça va passer. Et s'il y a un jour ce combat, je pense que vous verrez un Joshua complètement différent. Quoique, ce Joshua aérien là qu'on a vu contre Ruiz aurait également le style pour perturber Jarrell Miller. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais ce que nous a montré en tout cas Joshua, c'est qu'il pouvait s'adapter à tout type d'adversaire et que là en plus il avait... à tout type on ne sait pas encore, mais il a su s'adapter. Dans le sens quand je dis Joseph Parker, Andy Ruiz 2 et le Joshua qu'on voit par exemple contre... Carlos Tank. N'importe qui. On va dire le random Joshua. Random. Vous nous avez compris. Vous nous avez compris. Concernant Andy Ruiz, mon cher Rust, assez décevant. Lui, il a dit effectivement, je suis arrivé trop lourd lors du combat, mais ce n'est pas une excuse. Ensuite, il a dit qu'il s'était pas forcément entraîné au maximum, qu'il avait peut-être été rattrapé par le style de vie, par tout ce qu'il avait gagné, parce qu'il avait gagné, je crois, 8 ou 9 millions de dollars pour le premier combat. Et là, pour le second, c'était 13 millions de dollars. Son coach, qui était assez déçu, mine de rien, de son, pas du combat, mais de son, on va dire, poulain dans sa globalité. Le père aussi, Andy Ruiz également. Ça fait très quand même Buster Douglas 2.0. Ouais, c'est assez triste. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs en allant faire notre check-in à l'aéroport. Mais c'était que c'est vraiment... Alors, je pense pas. On est tous les deux d'accord pour dire que c'est des jeux d'argent, c'est du business. Il y a très peu de chances qu'il y ait une belle, très peu de chances qu'il y ait un troisième combat. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il a vraiment complètement cramé sa cartouche, Andy Ruiz, de rentrer véritablement dans l'histoire et d'y rester. Même dans le cœur des fans. Mais surtout dans le cœur des fans. Il a déçu beaucoup. Surtout dans le cœur des fans. Même Canelo. Canelo était quand même venu, il n'était pas venu pour Joshua. Il était venu pour encourager le premier champion heavyweight de l'histoire, Andy Ruiz. Mexicain, j'ai dit t'as juste dit le premier champion heavyweight de l'histoire. Oula. mais pardon. Mais oui, en fait, c'est voilà. Du coup, il va vraiment s'en vouloir en fait. C'est plus du sport, c'est plutôt de la psychologie du sport. Mais vraiment c'est intéressant. De comptoir toujours. Ça, on est spécialiste. Mais il va vraiment s'en vouloir toute sa vie et ça va être. On l'a vu de toute façon après la décision. Il se mettait la main sur le front, mais bon, il le savait de toute façon. Même 1 ou 2 semaines avant le combat, de toute façon, quand tu t'es pas entraîné du tout, tu commences à te dire peut-être que vraiment là je suis dans la merde, tu vois. Donc c'est vrai que ça fait très Buster Douglas, parce que Buster Douglas, on rappelle, donc c'est le mec qui avait créé la surprise en battant Tyson par KO. Et après, le premier, c'était le premier à avoir battu Tyson quand Tyson était vu comme imbattable. C'était à Tokyo. Voilà. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est que donc, Douglas avait gagné contre Tyson. Et en fait, après, il n'avait jamais véritablement confirmé. Et c'était même pas qu'il n'avait pas confirmé, c'était que il avait combattu, je sais plus si c'était Holyfield ou je sais plus trop qui, mais les gens qui avaient combattu après
En gros, il s'était même pas entraîné, il avait même pas essayé. Vraiment, limite, il avait jeté le combat comme ça. Et ça fait vraiment un mec qui est dans l'histoire de la boxe, mais vraiment, enfin, par la porte des chiottes, j'allais dire, c'est un peu violent. Mais il y est, voilà, il a battu Tyson, mais comme le gars qui a fait ça, mais qui n'a jamais confirmé. Et pour eux, franchement, ça doit être dévastateur. Psychologiquement, ça doit être dévastateur. Ruiz, toute sa vie, il va s'en vouloir. Surtout qu'ils avaient les clés potentiellement. Enfin, ils avaient les clés. Dans le sens là, Ruiz avait de quoi, s'il était arrivé in shape, entre guillemets, plus là, on peut dire ce qu'on veut, hein, parce que j'ai lu des commentaires comme quoi, oui, il n'a pas les mêmes moyens que Joshua. Il a quand même touché 9 millions pour le premier, il a 13 millions. C'est beaucoup plus que la quasi-totalité des combattants UFC. Donc avec ces sommes-là, vous pouvez aller à l'UFC Performance Institute, faire tous vos entraînements. Vous pouvez vous payer aussi. Il y a quelqu'un qui a dit oui, il n'a pas les moyens de se payer un nutritionniste. Avec 8 millions de dollars. Avec 8 millions de dollars, donc ça fait 8 plus... Il a touché plus de 20 millions de dollars sur l'année, là, sur les 6 derniers mois, donc je pense qu'il y a les moyens de les gars, un nutritionniste qui vous coûte déjà, je sais pas, plus de 5000 balles par mois. Exact. Déjà, c'est un très très bon nutritionniste. Déjà, on est sur du nutritionniste. Donc bref, il aurait pu tout mettre de son côté, mais c'est vrai qu'il l'avait dit bien avant, 2 jours avant la défaite, il s'était acheté, je crois, une Rolls-Royce, il s'était acheté une nouvelle maison. Ouais. Enfin, en gros, il a profité du style de vie. En fait, c'est ça, l'impression que ça donne. Parce que, en fait, c'est ça, Ruiz, c'est l'outsider. Vraiment, par définition, c'est tout le monde l'appelait le petit gros, sneakers, les vannes affluaient, etc. C'est un mec qui, jusqu'à maintenant, parce que c'est pas le Adonis, c'est pas le Apollon comme Joshua, il a pas les sponsors, il a pas Under Armour, tout ça. C'est un mec qui a vraiment, il a galéré, il a grindé, tu vois, dans sa vie. Et c'est vrai que il a eu ce succès, il a eu ces sommes qui lui sont tombées comme ça. C'était quasi inespéré, même pas quasi inespéré. C'était inespéré, donc c'est vrai qu'à gérer, ça doit pas être évident. Mais même si ça doit être extrêmement compliqué à gérer quand t'as jamais connu tout ça, que tout te tombe comme ça d'un seul coup. C'est vrai que c'est pas évident à gérer, mais là où il a peut-être merdé, c'est que donc ça veut dire qu'il n'a pas su écouter son coin, il n'a pas su écouter sa famille, il n'a pas écouté les gens qui probablement lui disaient entraîne-toi, arrête un petit peu de déconner parce que là c'est ta carrière après où tu t'en voudras à vitam aeternam. Donc bon, voilà, on en est là pour lui et ouais, ça sent pas bon du tout, quoi. Complètement. Surtout, ce qui est compliqué, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est toujours difficile pour un athlète, on va dire, de confirmer quand il n'y a pas de date qui arrive ou de prochaine échéance, parce que tu dois rester motivé et malgré toutes les opportunités qui, en termes marketing, parce que lui, il a eu un deal finalement, je crois, avec Sneakers, effectivement, Ruiz, plus les médias, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va accepter, refuser. Alors que là, pour lui, l'avantage, c'est que c'était sûr qu'il allait avoir la revanche contre Joshua. On ne savait pas quand, mais on savait qu'elle allait arriver. Ensuite, il y avait la date, on savait que ça allait être le fameux week-end de décembre, donc là c'était ok, c'était juste enfin bref, il avait à chaque fois toutes ces informations là, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire quand il a tout ça et qu'il sait que peu importe s'il avait battu Joshua là, peu importe ce qu'il faisait après, le mec était dans la légende pour de bon, parce que il serait resté comme le mec qui a enterré Anthony Joshua, et ça il n'aurait pas enchaîné 5 défaites de suite après, mais il bat 2 fois Joshua, là vous pouvez être sûr qu'il y a le combat contre le vainqueur de Wilder Fury. C'est sûr, c'était déjà à moitié dans les cartons. Exactement, c'était, oui, parce qu'ils ont de toute façon le même promoteur avec Wilder, on ne dira jamais assez, au Lehman, PBC, enfin bref, clairement là, il était sur l'autoroute des 100 millions de dollars. Voilà, sauf qu'il a vu court terme, sauf qu'il s'est fait avoir par le c'est pas hubris, mais enfin voilà, il a merdé, quoi. Il a pas eu assez de recul. Hein. C'est assez, ça va être triste. C'est triste. Donc, what's next pour Anthony Joshua, mon cher Rust, parce que là, il est de retour, il a les 4 ceintures, il devra vraisemblablement en perdre une, parce que c'est toujours la beauté, on va dire, du boxing game. À chaque fois, ils veulent essayer de récupérer, d'éparpiller les ceintures, parce que comme ça fait forcément plus d'argent. Ouais. Et là, je crois qu'il y avait un problème de calendrier, parce qu'en gros, comme Joshua a perdu lors du premier combat et qu'il y avait cette revanche obligatoire, qu'il y a 4 titres, ils ont un petit peu gelé tout ça. Et donc là, je crois que c'est la WBO ou une des autres qui se dit, en gros, je crois que d'ici 2-3 semaines, il faut qu'il y ait un combat. Joshua ne va pas combattre d'ici 2-3 semaines. Non. Donc, selon toute vraisemblance, il devrait perdre une des ceintures. D'accord. Voilà. Mais bon, pour Joshua, qui voulez-vous ?
Eh ben, tu proposais il y a quelques heures un Dylan White. Oui, parce que je suis matchmaker aussi. Ouais, matchmaker à 16 heures perdues. Parce que tu disais Jeremy Miller, mais il est suspendu pour au moins 15 piges, lui. Enfin, non, pas 15 piges, bien sûr. Mais... non, il va revenir parce que c'est comme Dillian Whyte était aussi suspendu. Alors, Dillian Whyte, attention, on a peut-être... Parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu des choses avec les échantillons, je crois, échantillon B, mais aussi était suspendu et il est revenu, il a combattu sur cette carte-là. Et oui, ok, je suis complètement ramasse. Et Jarrell Miller, donc il était suspendu aussi parce qu'il a pris tout ce qui était possible de prendre. Enfin, il a ouvert le frigo et puis c'est parti, quoi. Ouais. Littéralement. Et il devrait bientôt revenir aussi. Ouais, il devrait bientôt revenir parce que j'ai vu un article justement sur DAZN où il disait que, bref, il allait bientôt purger la France. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je ne sais pas. Mais c'est les suspensions en boxe où c'est toujours. Mais c'était pas même Canelo. Hein. Même on adore Canelo. Mais c'est vrai qu'il avait été aussi suspendu. C'était, je crois, 6 mois. Enfin. Pour le truc de viande de cheval, je crois. Oui, exactement. Ouais. On va dire qu'ils sont souvent assez permissifs. C'est très très nuageux, très opaque. Voilà. Ouais. Enfin bref, on veut pas s'attirer des problèmes. Mais c'est vrai que quand t'as pas quelque chose de on va dire aussi carré que la FLD, notamment en France pour le dopage, ou par exemple Tony Hockey qui a eu sa suspension d'1 an pour les 3 no-shows, et où là les athlètes français sont vraiment obligés d'être ric-rac hyper carré à chaque fois. Pour les autres, on va dire, athlètes, c'est un petit peu plus tranquille, et on rappelle que seule la WBC en boxe oblige les athlètes à être contrôlés, c'est par la VADA, qui est une autre agence antidopage différente de l'USADA. Et c'est aussi, et là vous vous dites c'est un peu plus cool qu'à l'UFC parce que l'USADA vient à n'importe quel moment. Là aujourd'hui, si comme Rust est un combattant UFC, et il a été obligé de dire à l'USADA je suis à Dakar, donc ils peuvent venir à 6h du matin de voir. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent VADA, c'est que quand tu es en combat. Et je crois que c'est 3 mois maximum avant le combat. Donc, et tu peux même leur dire de temps en temps, non les gars, ce sera 3 semaines avant. Ouais, voilà, donc c'est quand même très très permissif, on va dire. Voilà, c'est un peu cool. Mais, donc on s'est égaré, oui, donc pour Joshua. Joshua, donc voilà. Dillian Whyte ou Jarrell Miller, vu qu'ils sont sur le dispo, sur le marché, allons-y. Moi je veux Dillian Whyte, j'aimerais bien Dillian Whyte, tu démarres l'année tranquillement, mais on peut faire un gros combat. On va parler à Eddie. Notre pote Eddie. Il y a possibilité, on va dire, de faire un gros choc qui soit infaisable et puis aussi proche de nous. On fait ça, je pense, à Wembley, c'est possible. Wembley, on le fait encore une fois au Pays de Galles. Ça permet, à Dillian Whyte d'avoir enfin son gros payday. Exactement, et son gros payday. Et puis Anthony Joshua d'avoir cette espèce de choc 100% britannique pour, on va dire, regagner le cœur des fans aussi. Ouais, complètement. Et puis, c'est en mars. Ouais, et d'autant plus que en mars c'est bien, d'autant plus que stylistiquement, contre Dillian Whyte particulièrement, je pense pas du tout que Joshua prendra le même style qu'il a pris contre Ruiz. Parce que là c'est vraiment pas les mêmes, tu peux pas appréhender Dillian Whyte de cette manière, je pense. Donc il y a moyen que ce soit un cracker, un banger, un feu d'artifice, et donc ce serait vraiment très intéressant. Pour moi ce serait la parfaite manière de se remettre vraiment sur la selle. Pourquoi pas de claquer un KO, pourquoi pas. Mais Dillian Whyte, c'est pas non plus quelqu'un sur lequel tu peux marcher. C'est-à-dire que, par exemple, Fury, il a combattu les 2 derniers combats. J'ai oublié les noms exacts, mais voilà. Otto Wallin et Tom Schwartz. Voilà. Et Luis Ortiz pour Wilder, il était entre guillemets prévu en fait qu'il gagne, ce qui est quand même très étrange, mais c'est l'anglaise, pour pouvoir se rencontrer après. Joshua, ce sera un peu le même délire s'il combat Dillian Whyte, mais à la même manière qu'un Luis Ortiz, c'est pas du tout gagné d'avance comme pourtant ce sur quoi il comptait. Dillian Whyte, c'est vraiment un client, donc ce serait. Le premier combat, c'était, il a choqué Joshua, quoi. Il a vraiment choqué Joshua. Donc ce serait parfait. Il y aurait un peu d'excitation parce que tout n'est pas dit à l'avance comme un Fury Schwartz, par exemple. C'est anglo-anglais. Et en plus, Dillian Whyte n'est pas le dernier sur le trash talk, donc ça ferait du buzz. Voilà, c'est le parfait moyen de revenir, je pense. Voilà. Et parce que on adore
Alexandre Usyk, qui est aussi chez Matchroom Boxing, donc le même promoteur qu'Anthony Joshua, dirigé par Eddie Hearn. Mais c'est vrai que pour ma part, moi j'aimerais bien le voir un petit peu plus combattre chez les lourds. Son premier combat, finalement, il devait affronter notre cher Terence Pong. Terence Pong qui avait été contrôlé positif, finalement non. Enfin, c'était un peu le bordel aussi là. Il avait affronté un mec en short notice. Enfin, il était pas censé affronter Takam, Carlos, à un moment donné? Au tout début, c'était Takam, mais Takam s'était blessé. Voilà, c'était Enfin, bref, qu'il ait 2-3 combats chez les lourds pour vraiment dire ok, je suis dans cette catégorie-là, c'est moi. Et puis et qu'il ait tapé 2-3 noms. De toute façon, il est aussi numéro 1, je pense, challenger numéro 1 pour la ceinture WBO. Donc Joshua fait ce combat-là en mars, et puis ensuite, il peut avoir tout le temps pour qu'à la fin de l'année, novembre, il y ait le choc contre le vainqueur de Fury Wilder. On attend ça depuis 5 piges. L'heure commence à tourner et on a déjà donné avec les Pacquiao Mayweather. Allons-y et ne faisons pas la même erreur, quoi. Nous n'avons pas le même temps qu'eux. Parce qu'on a croisé un gars, une légende, la légende urbaine. Un gars, on sortait de l'avion et on arrive à Dakar comme ça, hop, on sort de l'avion. Il y a un mec qui arrive en sens inverse en courant. Et il bouscule tout le monde et il dit à tout le monde qu'est-ce qu'il dit exactement? Nous n'avons pas le même temps. Poussez-vous, nous n'avons pas le même temps. Enfin bref. Extraordinaire. Mais voilà. Allez. En tout cas, on n'oublie pas ça. Ouais, ça c'est. Il y avait aussi l'UFC. Oui. Et puis avec notre cher Alistair Overeem, le Hollandais violent, comme l'appelle notre cher Rust, qu'on apprécie particulièrement chez la Sueur. On l'adore. Et d'ailleurs, il y avait une question lors du quiz de la Sueur, c'était quelles étaient les ceintures d'Alistair Overeem en MMA? Dream, Strike Force. Et Dream, Strike Force. Non, c'est juste ces deux-là. Je crois que c'est ces deux-là. Et parce que le K1, c'était en K1. Kickboxing. Ouais, non, je crois que c'est ça. Ouais. Purée, c'est étrange. J'ai l'impression qu'il en manque une. J'ai l'impression qu'il en manque une petite. On a dit quoi? Bellator, Dream, Strike Force. Il y avait Bellator. Non, il n'a pas été champion Bellator. Je crois qu'il a même pas combattu au Bellator. Oh là là, c'est magnifique. Et là, ceux qui étaient à la soirée et qui l'ont dit et qui l'ont trouvé la question pour nous, ils sont là. On a même pas eu de crédibilité. Enfin bref. Tout ça pour dire. En tout cas, tout ça pour dire que Alistair Overeem, c'est une véritable légende. Il arrive à l'UFC pour la première fois lors de ce fameux combat contre Brock Lesnar. Il l'a plié, oui, ok, c'était Brock Lesnar qui revenait de sa terrible maladie, mais c'est quand même... C'était Overeem... Uberim, voilà. Le monstre Overeem. Mais bref, aujourd'hui, Overeem, il était lancé sur un énième run, finalement, vers la ceinture, toujours vivant, toujours debout, notre cher Overeem. Et donc là, il affrontait en short notice Jairzinho Rozenstruik. Surinamise. Exactement. La nouvelle sensation de l'UFC, finalement, qui était à 9 victoires, dont 8 par KO juste avant ce combat-là, et qui remplaçait Waltaris qui a perdu sa fille, enfin c'était sa fille. Sa fille. Anya Blanchard. Exactement. Il y a quelques semaines assez tragiquement, donc lui ne pouvait pas du tout tenir sa place, évidemment. Et donc, la nouvelle sensation du UFC. 35 jours après avoir gagné son autre combat par KO. Contre Alistair. Contre Andrei Arlovski. Bref, en tout cas, donc là c'était un combat en 5 rounds. Ça allait être un gros test finalement, comme un peu l'UFC a l'habitude de le faire, parce que c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais aussi très risqué pour l'UFC, parce que quand vous avez un mec qui arrive, moi j'avais un peu peur, et je voyais Alistair Overeem s'imposer, et je me disais, c'est dommage dans une catégorie qui est finalement si frêle en termes de combattants, là il y a enfin un gars qui arrive, et vous le mettez direct contre le numéro 6, qui est peut-être le meilleur striker de la catégorie, enfin on va dire le plus complet, voilà, exactement. Et bref, vous allez peut-être nous flinguer. Et jusqu'à ce chaos de l'espace, c'était le cas. C'était le cas. En fait, et alors surtout ce qui était extraordinaire, c'est que je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord lorsqu'on dit que c'est le meilleur striker de la catégorie poids lourd. Personnellement, je maintiens, mais de par son intelligence de combat, de par la diversité de ses techniques, son arsenal, son choix de coups, c'est une gourmandise à voir combattre Overeem. Il est incroyable, c'est magnifique. On parle vraiment au niveau technique. Voilà, c'est la totalité des skills qu'on prend en compte. Et donc c'est pour moi le meilleur striker sous cet angle-là. Mais ce qu'il a montré là contre Rozenstruik, c'était même pas en striking qu'il a vraiment dominé, c'était dans choisir où amener le combat. Exactement. Et franchement, alors déjà, il a fait des mises au sol.
C'est au troisième round où il en a fait une au premier round. De dégâts, oui, c'est probablement au troisième round. Mais il a fait une mise au sol au premier round. Et en fait, voilà pourquoi Overeem est un des meilleurs. Mais vraiment, techniquement, de tous les temps en poids lourd. Franchement, vous regardez les mises au sol, alors particulièrement la première, au premier round. Franchement, rematez-vous le combat. C'est à chialer. Donc, il arrive, c'est lui qui instigue le clinch. C'est lui qui fait « Ok, on va en clinch ». Il s'approche, boum, il met un premier genou. Et ça, c'est le cerveau humain, en fait. Généralement, qu'est-ce que fait la personne quand il se prend un genou ou un coup à main ou un low kick, généralement, où il veut remettre exactement la même chose. Ça, c'est pur boxeur taille. Hein. Vraiment, les mecs font ça à la perfection. Quand le mec remet le genou, le low kick, eh ben, ils le time. Et en gros, soit ils font un sweep, soit ils font une projection. C'est ce qu'a fait Overeem. Et il le fait avec une décontraction, une économie de mouvement et une technique, une perfection technique, sans déconner. Vraiment, c'est ça le MMA. C'est ça la perfection en termes de MMA. Ça n'existe pas la perfection. Ça, on s'en rapproche. Donc voilà. Tout ça pour dire que Overeem est capable de faire des trucs comme ça. Au troisième round, il a fait aussi un sublime mise au sol, enfin un truc sans aucun effort, etc. Il est capable de tout faire. Seulement, Overeem, la légende Overeem, c'est que il a un point faible. Un point faible, mais pas des moindres. C'est terrible. C'est horrible. C'est presque une... Puni par le ciel. Mais vraiment, c'est un conte en fait. C'est un conte des frères Grimm. Le mec a tout, alors je sais pas ce qu'il a fait au bon Dieu, à l'univers. Mais surtout avant que c'était aussi intéressant, parce qu'il avait véritablement une énorme armure, et il y avait ce petit, l'espèce de le bouton. Ouais, exactement, c'est ça, le bouton, c'est cette faiblesse-là, si vous appuyez ici, vous arriverez à vous en sortir. Ouais. Et voilà, on l'a vu contre... il en a, je sais pas, c'est 8 ou 9 KO qu'il a pris, même peut-être plus que ça. Ben Roswell, Travis Brown. Antonio Silva, extrêmement violent. C'est d'ailleurs ce qui a fait le changement, le shift au niveau de la confiance d'Overeem. C'est après Antonio Silva. Parce qu'il avait aussi fait énormément de trash talk avant. Voilà, il était persuadé qu'il allait le plier. Ouais. Et ça commençait bien, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Mais donc voilà. Overeem, c'est vraiment terrible parce qu'il gagnait ce combat, il a gagné 4 minutes, il a gagné 4 rounds, il a gagné la totalité des rounds jusqu'à quelques secondes avant la fin du combat. Où il se prend un enchaînement, il était crevé à la fin du combat. C'est aussi pour ça qu'il travaille en économie, qu'il a une défense qui était un peu étrange, parce qu'en gros, il se met en carapace et il essaye de bloquer un petit peu, mais il y en a qui passent, pas de mouvement de buste ni rien. C'est probablement pour s'économiser qu'il l'a fait. Malgré ça, à la fin du combat, il a fini vraiment un petit peu en PLS au niveau cardio, et il s'est fait choper. Mais alors là, c'était... Oh la vache. Oh la violence. Wow. J'avais vraiment jamais vu ça, je pense. On avait vu Robbie Lawler, mais là, de voir, c'était... Bon, déjà, c'est surtout ça. Ouais, c'est Robbie Lawler x2 déjà au niveau graphique. C'est-à-dire que vraiment, vous avez ouvert le rideau de théâtre. Exactement. Et on dirait l'espèce de monstre dans Alien. Ouais, c'est ça, vraiment, tu fais ça, et le truc fait boum comme ça. Enfin, c'est assez terrifiant. On le voit au ralenti. Je crois que c'est un combo de 2 coups que place Rozenstruik et qui se finit par un espèce d'overhand right. Le premier touche ou pas Le premier touche parce qu'il me semble que le premier c'est un uppercut long et il revient avec le deuxième, qui n'est pas un overhand, qui est une espèce de crochet long aussi. Et on voit au ralenti la lèvre qui pop et qui part et c'est vraiment, alors je sais pas comment il va bouffer sur les semaines qui arrivent là à la paille, exclusivement de la soupe, la soupe aux épinards, mais voilà, vraiment c'est il avait dit que c'était son dernier run, qu'il avait encore un run pour le titre en lui avant ce combat-là. Bon voilà, on peut rayer, c'est vraiment triste parce qu'en gros il disait lui-même que c'est le seul truc. S'il avait eu le titre UFC plus tôt, il aurait arrêté sa carrière. Mais a raison. Il a raison. Et c'est pour ça, Overeem, de toute façon, on en parle très souvent avec Rusty Polydomso. C'est un miraculé éminent parce qu'avec le nombre de KO qui s'est pris, kickboxing et MMA, quand vous voyez la manière avec laquelle il s'exprime, qui est toujours parfaite, on se dit qu'il a vraiment beaucoup de chance. Il est à un âge maintenant où il faut plus trop jouer avec ça. Parce que il vient de s'en prendre un autre qui était quand même assez violent. Et le problème, c'est que il a de la chance parce qu'il est encore capable de s'exprimer clairement et qu'on ne voit pas de séquelles évidentes. Ouais. Mais quand tu prends des commotions comme celle-là, ça se paye à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça se paye. Donc, et puis là, il a un super contrat avec l'UFC, donc c'est vrai que pour lui, ce serait bien. 800 000, je crois qu'il a fait. Exactement. Donc il peut faire un dernier combat. Ils lui mettent quelqu'un d'abordable, type Arlovski, enfin un espèce de cadeau d'adieu. Un vrai vétéran prenable pour lui. Voilà.
Et puis terminé. Mais c'est vrai que pour OVM, c'est toujours très compliqué avec lui parce que il est, comme on l'a dit, c'est le striker le plus complet de la catégorie. Il tutoie les meilleurs depuis toujours quasiment. Depuis toujours. Mais à chaque fois, voilà, il va tomber. C'est horrible. Il va tomber à ça parce qu'il suffit. Dans chaque combat, il y a un moment où il va se faire toucher. Même le combat qu'il avait fait, c'est quand il s'était imposé contre Verdou, mais qu'il s'était pris le knockdown. Enfin bref, n'importe quel combat, il va se faire toucher. Et quand il se fait toucher, c'est soit c'est panique à bord, il finit par s'en sortir, ou soit c'est KO. Ouais. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Terrible. Mais en plus de ça, donc on a dit que il savait que c'était son dernier run pour le titre. Ouais. Visiblement, c'est terminé. Enfin, là, on vient de dire, il lui reste un dernier combat. Je vois pas comment est-ce qu'il va pouvoir se motiver pour un dernier combat, très franchement. Exactement. Et sauf si c'est, on va dire, quelque chose qui peut être assez rémunérateur pour lui. Mais là, pareil, au moment où il est dans sa carrière, bon, c'est peut-être mieux d'arrêter aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais. Surtout qu'il va avoir pas mal d'absence avec sa blessure. Enfin bref, voilà. Et concernant notre cher ami, qui ça? Ah oui, qui est la nouvelle grosse sensation UFC. Avant le combat, il avait dit je veux Francis Ngannou. Après le combat, dans la cage, il a dit Francis est effrayant, Francis est grand, mais Francis c'est toi que je veux pour mon prochain combat. Et franchement, moi je dis chapeau parce que personne n'ose call out Francis Ngannou pour les raisons que nous connaissons. Bah ouais. Et normal. Et lui, franchement, je trouve ça bien parce qu'en plus il le fait. Je sais pas intelligemment, mais à chaque fois, il reconnaît les forces de Francis, de dire effectivement, je risque gros, effectivement, il est effrayant, effectivement, il est énorme, mais je sais que si je le touche, il peut se passer quelque chose et j'ai envie de voir ce qui peut se passer. Et ça, franchement... Ouais. C'est un discours qui donne envie parce qu'il est rationnel, parce qu'il est cohérent et qu'il est... Puis c'est un homme de défi aussi. Il est raccord. Ouais. Alors c'est un homme de défi. Il y a aussi un autre truc que j'adore à propos de Rozenstruik. C'est une expression. Ouais. Stade 2. Ouais. Non, c'est bien Stade 2. Oui, non, mais c'est bien. Mais c'est pour ça. Oui. En gros, tu sais, c'était Stade 2, ils avaient toujours des émissions où ils commençaient l'espèce de pastille de genre 20 minutes par ce genre de choses. Ouais. Mais attends, on est tous fans de Stade 2. Hein. Ouais. Mais donc voilà, alors moi ce que j'ai surkiffé à propos de Rozenstruik, donc c'est que bon, déjà il est très bon. Alors faut vraiment se dire que Rozenstruik, qui a un gros passif de striker aussi, il a un gros record de kickboxer. Alors il me semble que je l'ai vu en plus avec une personne dans la soirée La Nuit Blanche là-dessus, on a été voir sur le portable. Il me semble que c'est 74 victoires, 71 victoires et 64 KO, un truc comme ça. Et pour une poignée de défaites. Donc c'est quand même un gros background. Ouais. Alors évidemment, ça dépend du niveau, mais il a fait quelques éliminatoires du K1, un truc comme ça. Donc vraiment un gros background en kickboxing. On le voit en fait. On le voit parce que là, le truc, c'est qu'il tombe contre Overeem. Briller en striking contre Overeem avant que tu trouves ce shot, c'est pas évident. Et pourtant... Et aussi avec très peu de préparation, mine de rien. Exactement. Pour le plus gros combat de sa carrière. Pour le plus gros combat de sa carrière. Et pourtant, il a montré qu'il était lui aussi un striker varié, qu'il était capable de tenter différentes choses, qu'il avait différentes ressources. Mais surtout, en fait, moi, le truc qui m'a vraiment le plus impressionné, le plus marqué, et ce que j'adore chez Rozenstruik, c'est ce que disait Cus D'Amato, en fait, c'est juste son caractère. C'est un mec, ça se voit sur son visage. C'est pas du tout un mec à abandonner. C'est un mec, il va tout le temps. Et même quand tu le domines, et là ça a été le cas, hein, tu le domines pendant 4 rounds et demi, dans sa tête il est en mode ah ouais, ok, mais mon pote, je vais pas te lâcher et jusqu'à la dernière seconde, je vais essayer de te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui a un tel caractère, franchement, déjà respect énorme, et puis c'est vachement inspirant, et c'est impressionnant, et panique à bord. Et ça fait que pour réussir à aborder un monstre comme Francis Ngannou, il faut cette espèce de folie, il faut ce caractère hors du commun. Ouais. Et voilà, c'est bien quoi qu'il y ait ce mec-là qui se déclare pour y aller. Parce que Volkov a dit moi je veux bien, pas de souci Ngannou. J'ai piscine de voilà, tu l'entends de loin, je peux pas, je fais du trampoline, tu vois. Donc bon. Voilà, je pense qu'on s'est tout dit. À la prochaine, en tout cas, n'hésitez pas à balancer les 5 stars rating sur iTunes, ça nous fait énormément plaisir, ça nous aide. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, surtout qu'en plus là on commence à recevoir les espèces de bilans d'année sur les podcasts et on est assez bien placé parce que chez certaines personnes, il y a notamment quelqu'un qui nous a écouté, je crois 4600 minutes sur 10 heures. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup. 4600 minutes c'est très impressionnant. Bref, en tout cas, et puis oui, on est sur Deezer, on est sur toutes les plateformes habituelles. Mon cher Rust, c'était un plaisir. Et puis on se retrouve... on se retrouve bientôt. Soit.
merci à tous. Donc on est voilà d'être ici à la Nuit Blanche La Sueur. Franchement, c'est hallucinant que vous soyez tous là. Donc vous régalez et merci beaucoup. Et avant de lancer les animations et tout ça, on va faire un récap en live, voilà, du combat entre Joshua et Ruiz, tout simplement. Donc voilà, merci encore. Franchement, c'est énorme que vous soyez là. C'est vraiment génial. Alors mon cher Polydoms. Écoute, je vais donc. Avant toute chose, soyez charitable, hein, c'est une première. Ouais, vraiment là on a vraiment les fesses qui font bravo. Alors, en gros, je vais jouer le rôle de Guillaume. On a vu un Joshua complètement différent d'habitude. On a vu un Joshua qui était beaucoup plus mobile, qui était beaucoup en mouvement, des mouvements latéraux, etc. Il était capable de piquer énormément Ruiz, mais il a été en contrôle pendant tout le combat, je pense qu'on peut le dire. Et il y a juste en clinch où il s'est fait surprendre de temps en temps. Ouais, je pense que c'est un bon résumé du combat. Joshua avait fait des ajustements, ça c'est évident. Très bon déplacement, tu l'as dit, excellent déplacement latéraux, ce qui a vraiment empêché Ruiz de pouvoir engager ses combinaisons. Ce qui avait été une grosse force sur le premier combat, c'est la rapidité de main de Ruiz. Il est capable d'enchaîner à une très grande vitesse en tant que heavyweight, et ça posait un peu problème à Joshua. Mais là, avec les déplacements latéraux, il a été capable de nullifier ce jeu d'agression et encore mieux de tendre des pièges à Ruiz, notamment avec son bras avant qui a été très très efficace. Et finalement, les rares fois où il s'est plus fait toucher, c'est quand il a été un peu trop gourmand. C'est quand il a essayé vraiment d'enchaîner des deux bras et de se récupérer en clinch. Et là, il y a un vrai savoir-faire de Ruiz qui arrive à vraiment dissimuler ses agressions en clinch, par-dessus l'épaule en fait. Oui, c'est ce que tu disais en fait, ce que tu m'expliquais juste avant, mais il y a un truc de dingue que fait Ruiz, et franchement c'est assez mortel, il fait des espèces de feintes d'entrée en clinch, et au moment où du coup toi t'es tranquille et tu dis c'est bon, je suis en clinch, on immobilise un bras, etc., on est bien, on est à la maison, et en fait il se rétracte et il envoie une combinaison des enfers avec des uppercuts, des machins, et il s'est fait choper plusieurs fois là-dessus, mais au bout d'un moment il a réussi à prendre le rythme. C'est exactement ça. Ruiz, il l'a fait plusieurs fois ça dans sa carrière, il a déjà aligné quelques gars comme ça. Mais Joshua finalement à la fin il arrivait quand même à choper le bras arrière surtout de Ruiz pour l'empêcher de développer ses agressions en clinch. Et ça c'était vraiment pas mal de s'ajuster en cours de route, surtout quand on est sous le feu adverse. C'est là qu'on reconnaît les vrais, j'ai envie de dire. Les grands. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que Ruiz a peut-être été, évidemment pas mauvais, alors là surtout pas mauvais, mais est-ce qu'il y a peut-être des décisions stratégiques qu'il aurait pu prendre et qu'il n'a pas prises depuis tout à l'heure, je crois que je parle beaucoup trop loin du micro. Est-ce qu'il y a des décisions qu'aurait pu prendre Ruiz pour peut-être couper la cage ou réussir à intercepter Joshua qu'il n'a pas fait et qui lui ont peut-être coupé le combat? Parce qu'honnêtement, on a l'impression qu'il l'a poursuivi pendant absolument tout le combat, sans vraiment de réussite, et il n'a jamais réellement changé quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est très prétentieux de donner un game plan comme ça, parce que Joshua a fait quelque chose de très bien, et c'est vrai que Ruiz a été peut-être un peu trop frustré. Il est rentré en plein dans l'écueil de ceux qui combattent des combattants mobiles, c'est qu'il l'a suivi, il n'a pas coupé le ring. Non la cage, le ring. Mais c'est extrêmement difficile parce que quand il y a un tel différentiel d'allonge et de vitesse aussi, enfin il est très rapide en combinaison, mais sur les déplacements là j'ai trouvé que Joshua était vraiment parfait. C'était très compliqué, peut-être plutôt que de suivre, essayer vraiment de pousser et de couper la route. Et c'est ce qu'il a essayé de faire en quelque sorte, avec notamment ses bras arrière quand il frappait au corps de Joshua. Ouais. C'est un peu la technique pour couper en fait la route d'un adversaire. Peut-être moins hésiter, moins d'hésitation, plus se lancer. Après c'est compliqué parce que quand on se lance plus, on s'expose aussi plus, on s'explose aussi, et donc on s'expose au contre. Et je pense qu'en fait il avait ça en tête, Ruiz, même si il accuse pas vraiment les coups quand même. Joshua il cogne en face, donc c'est chaud. Et est-ce qu'on peut dire que Joshua était plus mobile, ça c'est évident, il avait un game plan petits oignons. Est-ce qu'il était plus rapide aussi? On peut le dire clairement plus rapide qu'avant. Ouais, il semblerait. Après, pas en combinaison. Moi, c'est surtout sur ses déplacements. En fait, le problème entre guillemets de Joshua sur ses précédents combats, c'est qu'il est un peu trop statique en fait. Et là, en fait, il était plus léger sur ses appuis, il avait plus de facilité à se déplacer, à piquer. Et d'ailleurs, excuse-moi, d'ailleurs je t'enlève le truc, c'est vrai. Mais ferme-la, on l'a vu à un moment donné, quand Joshua, je sais plus, c'était aux alentours je crois du 5e, 6e, un truc comme ça, round, où Joshua a arrêté ses mouvements latéraux, il a arrêté un peu de danser à la Mohamed Ali, mais bon voilà, pareil, c'était pas vraiment du Mohamed Ali bien sûr, mais... Plus derrière Holmes. Et en gros... au moment où il a arrêté, où il a été un peu plus statique, il a commencé à se faire aligner un peu plus, à se faire cueillir, et comme tu disais, c'était peut-être un round qu'il a pris exprès off, mais
C'est les moments que n'a pas su exploiter Ruiz, moi je trouve. Ouais. C'est pas tellement... En fait, Ruiz, il avait une bonne stratégie, enfin, bonne stratégie. Disons qu'il a fait ce qu'il a pu pour freiner le déplacement, mais les rares fois où il a vraiment touché Joshua en clinch, généralement c'était à la fin des rounds, donc Joshua pouvait récupérer en fait sur le round. Et après, en fait, Ruiz, là, peut-être le coche qu'il a manqué, c'est qu'il n'a pas accéléré directement au début du round qui suivait. Parce qu'il y a plusieurs moments, en fait, il terminait les rounds très fort, Joshua récupérait, et puis ensuite reprenait un peu de temps avant de recommencer ses déplacements latéraux. Et c'est là, en fait, c'est dans cette fenêtre d'opportunité qu'aurait pu vraiment s'exprimer Ruiz, je pense. Et maintenant, comment est-ce que tu vois Joshua du coup? Parce que c'est totalement différent. Comment est-ce que tu le vois stylistiquement contre un Wilder ou contre un Fury? Alors là, j'ai pas ma boule de cristal, c'est un peu compliqué, mais j'ai été franchement très, très agréablement surpris par Joshua. Je le voyais pas faire ces ajustements-là, enfin en tout cas pas à ce niveau-là. Je pensais parce que c'est très difficile de révolutionner son jeu comme ça en fait. Surtout quand on n'a pas de tour de chauffe, parce qu'il est reparti directement contre le mec qui l'a cartonné. Et il a réussi à faire sa masterclass contre le mec qui l'a cartonné. Ouais. Ce qui est très très fort quand même. C'est quand même pas mal. Tu vois. Et donc là, franchement, j'ai été très agréablement surpris par ses déplacements. Après, est-ce que Wilder n'a pas du tout le même style? Tyson Fury n'a pas du tout le même style. Cette stratégie-là, est-ce qu'elle sera efficace contre ces gens-là? Je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait développer un plan spécifique parce que c'est des combattants très atypiques. Ouais. On est dans une ère avec des combattants qui sont pas académiques. Tyson Fury, c'est Tyson Fury, il y a personne qui combat comme lui. Deontay Wilder, c'est pareil, il y a personne qui combat comme lui. Donc en fait, il faut développer un plan spécifique pour répondre à ces questions-là. Ce qu'a démontré Joshua, c'est qu'il était capable, avec son équipe, avec sa structure, avec un bon entraînement, de développer un bon game plan pour un type d'adversaire spécifique. Je pense que c'est la leçon qu'on peut retenir ce soir. Ben voilà pour le premier breakdown de Joshua versus Ruiz. Et ben voilà, maintenant on va passer aux autres animations. Et puis ben voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite.